de dialogue avec l'ensemble des Burkinabés. Grâce à votre participation, que je sais et que je salue dynamique, le point de presse du CEFOP est devenu un événement médiatique majeur, presque incontournable, que du reste le gouvernement et la majorité ont tenté maladroitement et sans succès de copier. Le mérite vous en revient et nous souhaitons que cette coopération continue de plus belle. Et bien entendu, nous sommes à votre disposition pour prendre en compte les éventuelles observations, suggestions et critiques qu'il vous plaira donc de faire pour améliorer l'exercice. Le 24 juin dernier, le président du FASO a dressé son bilan à travers une série d'interviews dans les médias. Il s'agissait, disons-on, d'un bilan à mi-parcours. C'est en quelque sorte à cette sortie médiatique que je voudrais réagir, en ma qualité de chef de file de l'opposition politique, en donnant ma lecture et celle de l'opposition, donc de ce bilan à mi-mandat du président en exercice de notre pays. Vous imaginez bien que l'examen de 2 ans de la vie d'un pays, comme le Burkina Faso d'aujourd'hui, le temps d'une seule conférence de presse est un exercice difficile. C'est pour cela que nos propos porteront essentiellement sur les grands tenants de cette période. En temps opportun, l'opposition reviendra sur ce bilan, peut-être dans une forme beaucoup plus élaborée et plus analytique. À travers ce bilan du président du FASO, les masses laborieuses de notre pays s'attendaient à un véritable diagnostic de la situation nationale, à un récapitulatif des actions posées, à une orientation claire de la part du premier des Burkinabés. Au lieu de cela, la sortie, qui semblait du reste improvisée et impréparée, a donné lieu à du déjà vu et à des lieux communs qui ne s'inventent plus. Mais au-delà de tout ce qui a été dit pendant cette sortie médiatique, il apparaît finalement que ces interviews ne lui préfère quelqu'un d'autre. C'est donc pour éviter l'émergence d'un candidat de rechange que le chef de l'État a anticipé son annonce. Mais c'est un débat qui ne nous concerne pas. Pour nous, l'opposition, comme nous l'avons déjà annoncé, le Burkina Faso n'est donc plus dirigé par un président au-dessus de la mêlée, mais par un président candidat qui est entré en campagne. Désormais, c'est comme ça que nous allons et que nous devons le traiter. À l'entame de leur règne, c'est à grands frais de publicité que les autorités actuelles ont annoncé au sortir d'une conférence internationale sur le financement du Plan national de développement économique et social, PNDS, tenue à Paris, que les intentions de financement s'établissaient à 18 000 milliards de francs CFA. Depuis ce qui est apparu aux yeux des Burkinabés, ou de certains en tout cas comme un succès apparent, le gouvernement s'est laissé bercer d'illusions en oubliant que les intentions sont une chose et la mobilisation effective de ces ressources-là sont une autre. Quand nous nous regardons aujourd'hui, quand vous vous regardez aujourd'hui, et quand les Burkinabés regardent leur pays aujourd'hui, ils se disent, mais où sont passés ces 18 000 milliards de PNDS qu'on disait venant rapidement pour la santé, l'éducation, l'emploi des jeunes, le commerce, l'élevage. L'opposition politique à travers 2 mémorandums, le premier sur les 100 premiers jours et le second sur l'an 1 du pouvoir en place, avait jugé largement insuffisants les efforts consentis par le nouveau pouvoir et son équipe pour satisfaire les conditions qui feraient en sorte que le PNDS décolle vraiment. En son temps, nous avons lancé un appel à plus de détermination et nous avons attiré leur attention sur le fait que les camarades Vuvu Zéla MPP qu'ils nommaient au poste stratégique là n'étaient pas assez compétents pour rédiger les projets que les bailleurs de fonds exigent pour financer le PNDS.
Aujourd'hui, le constat est là et le sentiment est unanime que les choses ne bougent pas et qu'au contraire, le pouvoir ne fait que s'enliser malgré sa prétendue expérience. Situation politique et sécuritaire dégradée, une situation économique caractérisée par la morosité, une situation administrative prise en otage par l'incivisme et la corruption, et une situation sociale gagnée par la grogne. Voilà ce qui caractérise le Burkina Faso 2 ans et demi après l'avènement du MPP. Avec en toile de fond ce constat désolant pour beaucoup d'entre nous et qui s'impose, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ont royalement trahi les aspirations qui les ont portés au pouvoir. Commençons par la gouvernance politique. Notre État, l'État burkinabé, est en train de disparaître. Diriger un pays, c'est, dit-on, prendre des décisions quand il le faut. Malheureusement, nous avons un gouvernement poltron qui refuse de s'assumer. De l'économie au social, la pagaille ne fait que s'enraciner immédiatement dans la mentalité et les actes collectifs. Notre État et notre nation sont en train d'être submergés par l'incivisme et d'autres mauvais comportements de masse. Cet avis est de plus en plus transcendant au sein même du MPP, où certains caciques, face à la dure, ne peuvent plus se taire. Et j'ai en mémoire les propos du professeur Étienne Traoré, qu'on ne présente plus, membre éminent de la majorité, qui dit de manière très verte que le président du Faso, que nous appelons désormais le président candidat, tourne en rond. Évoquant la question d'ailleurs lors de son entretien, le président candidat a dit que celui qui pense que l'État n'a pas d'autorité, il n'a qu'à essayer, on va voir. Nous pensons qu'il a une mauvaise compréhension de la question. L'autorité de l'État, ce n'est pas les muscles que l'on bande. L'autorité de l'État, ce n'est pas l'autoritarisme. L'autorité de l'État, c'est la capacité que pour ceux qui gouvernent un pays, de faire que par leur vision, leur manière de faire et surtout leur comportement, les citoyens dont ils sont à la tête là, acceptent la discipline et la règle de l'État. Quand on vole allègrement les deniers publics, c'est que l'État n'a plus d'autorité. Quand un chef d'État à qui on a révélé que ses collaborateurs ont monnayé des rendez-vous qui étaient supposés être organisés avec lui, et qu'il se contente de dire qu'il les a grondés, c'est que l'État n'a plus d'autorité. Quand l'impunité protège les puissants et fait croupir en prison les voleurs de poussins, c'est que l'État lui-même favorise l'incivisme, et donc il n'a plus d'autorité. Savoir diriger, dit-on, c'est aussi savoir s'entourer. Les nominations d'un chef d'État sont une indication précieuse de comment il conçoit son rôle et de surtout là où il va amener son pays. Sur ce plan, notre constat est vraiment désolant. Notre président candidat est très mal entouré. Et beaucoup de gens, même au sein du MPP, le disent pour le déplorer. Parce qu'à la faveur de la prise du pouvoir, des pseudo-conseillers et des partisans de piètre qualité, venus d'horizons d'on ne sait trop, avec on ne sait quelle expérience, ont investi les années de Kochiam à bord des titres ronflants, au détriment des cadres compétents, on le dit en passant, et c'est eux qui ont fait donc le succès même du MPP. L'image donnée par eux, par certains d'entre eux en tout cas, n'honore pas notre pays, et je sais qu'à certaines nominations, vous vous êtes demandé, c'est ça qui va gouverner ce pays-là maintenant. Comment s'étonner alors que coachés par des gens sans expérience, aucune, qui ne peuvent même pas se conseiller eux-mêmes, le Burkina Faso soit devenu un pays piloté à vue, qui demeure dans une insécurité grandissante, une économie en panne, un chômage endémique des jeunes et des femmes, avec le retour à grande enjambée de la corruption, la politisation de l'administration et la persistance des difficultés d'accès aux services de base. L'incompétence est devenue, en 2 ans, la vertu la plus récompensée dans notre pays. Pendant que des cadres et autres employés compétents se tournent les pouces dans le service public et le ministère, la carte de membre du parti au pouvoir est devenue le parchemin de qualité pour les hautes fonctions, ou tout simplement pour être considéré comme appartenant au service public de l'État. C'est là que le pouvoir du MPP excelle le plus, tout, dans l'histoire de notre pays. L'appartenance politique devenant la garantie de la promotion professionnelle et économique. Lorsque le MPP a pris le pouvoir en 2016, ils étaient nombreux les Burkinabés à espérer que notre démocratie fonctionnerait autrement. La déception a été, hélas, rapide et foudroyante. La séparation des pouvoirs est devenue un leurre. L'exécutif contrôle le judiciaire et Kochiam impose aux députés MPP aussi bien la nomination à l'Assemblée nationale que le contenu des débats. L'Assemblée nationale, quant à elle, ne manque pas souvent l'occasion d'ailleurs de verser dans des actions populistes qui, de notre point de vue, relèvent de la responsabilité de l'exécutif. Mais plus grave, le respect de l'institution parlementaire a disparu. Il paraît que les ministres font ce qu'ils veulent quand on les convoque à l'Assemblée nationale, que le gouvernement change l'ordre du jour des débats à sa guise et envoie les documents aux députés, souvent même la veille de leur examen. Mais plus grave, le jeu malsain d'immixtion dans la vie des partis politiques a repris de plus belle. La corruption politique est de retour
Et l'argent et les promesses de force sont la monnaie permettant d'acheter les traites à bon marché pour casser toute velléité d'opposition. Mesdames et messieurs, depuis l'avènement au pouvoir du MPP, notre pays est devenu un pays quelconque sur la scène internationale. Miné de l'intérieur par la grogne des agents du ministère et de l'extérieur par l'approximation dans la gestion des dossiers même les plus élémentaires, les affaires internationales du Burkina Faso s'enferment dans une diplomatie sans relief, taciturne, honteuse, qui ternit l'image jadis enviée du Burkina Faso. La qualité et la qualification du personnel de notre diplomatie est aux antipodes de son utilisation et de sa rentabilité au regard des défis actuels auxquels notre pays est confronté. En 2 ans et demi de gouvernance du président candidat, aucune conférence des ambassadeurs, haute instance de la diplomatie de notre pays, ne s'est jamais réunie. Le diplomate joue au charlatan sur la vision et les grands changements prédits par le PNDS, dont on dit qu'il est le nouveau référentiel du développement. Et que dire de la dernière illustration du président candidat sur la scène internationale à l'occasion de la visite fin novembre 2017 du président français Emmanuel Macron à l'université de Ouagadougou. Temple de notre savoir, le président candidat n'a eu aucun mot pour les étudiants. Quelle était sa vision, censée du reste représenter celle de tout le continent africain, en réponse à la proposition du président Macron sur un New Deal entre la France et l'Afrique? Quelle partie des idées du président français partageait-il et quelle autre ne partageait-il pas? Quelle était la vision, sinon celle de et le pacte pour le renouveau de la justice qui en est issu semblait ouvrir de bonnes perspectives d'un véritable redressement du système judiciaire burkinabé. Mais vous savez bien que les bonnes résolutions ne valent que si elles sont respectées scrupuleusement, d'abord par l'exécutif, qui est le véritable garant de l'indépendance de la justice, et par le corps de justice lui-même. Or, le sentiment général des Burkinabés est qu'il existe une instrumentalisation forte et permanente, à peine déguisée, qui ne se cache même plus, de la justice par le pouvoir actuel. Le déroulement de l'instruction et du procès, par exemple, du coup d'État de septembre 2015, actuellement en cours, a révélé que nos dirigeants se livrent à un véritable tripatouillage juridique dans lequel la justice est devenue un instrument soit de chantage, soit de règlement de compte. Sur ce dossier, comme sur tous les autres, l'opposition veut un procès juste et équitable qui débouche sur la vérité, toute la vérité, et sur la justice juste. Nos libertés sont en danger. Selon les investigations menées en mai et octobre 2017 par l'Observatoire pour la démocratie et les droits de l'homme, la gouvernance du MPP est truffée de manquements au niveau des libertés d'expression et de la presse, des libertés publiques et démocratiques et des détentions arbitraires. S'agissant par exemple des violations des libertés publiques et démocratiques, on a noté l'interdiction à 2 reprises par le maire de Ouagadougou, puissant cacique de la majorité, d'un meeting d'une organisation de la société civile, l'interdiction par cette même mairie de Ouagadougou d'une manifestation publique des ressortissants étrangers en soutien à la contestation de l'opposition dans leur pays. On peut aussi noter la tentative d'interdire les sittings et la répression qui a suivi certains piquets de grève des syndicalistes. C'est une tentative de musellement des libertés publiques, un retour à des vieux démons, à celui des ingénieurs concepteurs des zones rouges anti-manifestation publique de Ouagadougou. Il est clair qu'on ne devient pas un démocrate du jour au lendemain. Notre pays, hélas, excelle maintenant dans les détentions arbitraires à caractère ouvertement politique, même lorsque ça ternit notre image internationale. La plus emblématique de ces détentions arbitraires, c'est sans doute la mise en résidence surveillée du général Djibril Bassolé. D'enquête ayant conduit à l'indexation et à la sanction de plusieurs magistrats a révélé cette situation qui ne l'honore pas. Mais là encore, tout le monde sait que le président du Faso a tenté d'empêcher
le conseil de discipline de poursuivre son travail. Mesdames et messieurs, sur le plan sécuritaire, le Burkina subit depuis l'arrivée au pouvoir du MPP une série d'attaques qui ont coûté de nombreuses vies humaines et ralenti la reprise économique. On peut parler des plus marquants. Cappuccino, le 15 janvier 2016. Café Aziz Istanbul, 13 août 2017, qui ont à elles se fait 52 morts. Et puis l'attaque de l'état-major de l'armée, le 2 mars 2018. Disent aujourd'hui, quand ils ont l'occasion, que dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, il y a deux ventres mous, le Burkina Faso et le Mali. Nous devons, le fait d'être tombés si bas, nous pensons à 5 défaillances fondamentales. D'abord, l'absence de vision. C'est vrai que s'est tenu à Ouagadougou, en octobre 2017, un forum national sur la sécurité, dont on dit qu'il avait pour ambition et objectif de faire état des lieux, études approfondies et crédibles sur la question. Mais le problème, c'est que la question est devenue trop sérieuse au regard de l'ampleur croissante des statistiques macabres pour être discutée avec pertinence dans le cadre d'une simple foire. Il y a aujourd'hui urgence à élaborer une véritable stratégie nationale de sécurité. Deuxièmement, de compétences. Disons le tout net, les ministères de la sécurité et celui de la défense ne sont pas gérés par les compétences avérées. C'est ça aussi le constat. Concrète en lieu et place des réunions internationales interminables. Et surtout, quand on assiste à des pieds de nez des terroristes eux-mêmes, qui encore il y a 48 heures se sont permis le luxe d'aller attaquer l'état-major du G5 Sahel. Si ceux-là même qui sont supposés nous protéger ne peuvent pas se protéger eux-mêmes, à quoi servent-ils, mesdames et messieurs? Que nous réserve l'avenir sur cette question importante, sérieuse, vitale et déterminante pour notre avenir? S'il faut en croire les experts internationaux, nous ne sommes pas au bout de nos peines. Fondation nationale. Et ça, c'est le premier devoir de ceux qui ont le pouvoir. Malheureusement, rien n'indique qu'ils veuillent en prendre le chemin. Nous sommes arrivés au constat que la volonté politique pour aller à la réconciliation n'existe pas au sommet de l'État. Au contraire, c'est un pouvoir qui se montre plus enclin à attiser les vieilles querelles, à nourrir les vieilles rancœurs et surtout à diviser les Burkinabés au lieu de reconstruire le tissu de la cohésion nationale. Et on l'a vu encore récemment, lors de la crise qui vient de se passer, comment ils ont essayé de jouer une partie des Burkinabés contre les autres. On ne réussit pas la tête d'un État en jouant au Bounafrika. Ce n'est pas possible. Gouvernance administrative. Une administration responsable et transparente qui se fonde sur des valeurs d'intégrité, de probité, un sens élevé du service public, la compétence et le mérite, doit, de notre point de vue, être le souci premier de tout gouvernant s'il cherche vraiment à créer les conditions d'un développement durable pour son pays. C'est d'ailleurs dans cette dynamique qu'on a adopté en juillet 2011, il y a quelques années de cela, ce qu'on appelait à l'époque le plan stratégique décennal de modernisation de l'administration, PSDMA, dont la finalité
même celui de la sécurité publique, même les collectivités territoriales n'ont pas été épargnées. Rien qu'en 2017, on a enregistré un record jamais égalé de grève de sit-in. 233 jours non travaillés, tous syndicats confondus. Et la situation ne fait que se radicaliser. Ce qui montre bien l'incapacité de nos dirigeants à nouer un véritable dialogue social avec les partenaires sociaux et encore moins à réussir à conclure avec une trêve dont on a tant besoin. En 2010, face aux nombreux griefs formulés par les citoyens et vous, la presse aussi, contre des actes de politisation de l'administration publique, il avait été créé auprès du Premier ministère un comité qui s'appelait le comité interministériel chargé de la sélection des candidats au poste de directeur général des EPE, donc établissements publics de l'État, des sociétés d'État, des sociétés d'économie mixte à participation majoritaire de l'État et toute autre structure assimilée. Celles qui étaient à caractère stratégique, Sonabel, Oléa, Lonabé, Sonabi, puis celles comme Faso Bara ou l'hôpital Blaise Compaoré relevaient un peu de convention spéciale, ne en sorte que leurs parents, amis, camarades politiques là, soient nommés, comme on l'a vu récemment, au niveau de l'École nationale de santé publique, où c'était un grand cachip du MPP qui a été mis là, ou encore de la CAMEC, dans des conditions que vous-même avez un peu déplorées. Gouvernance locale. De mémoire des citoyens, notre pays n'a jamais connu d'élection municipale empreinte d'une aussi grande violence que celle qu'on a connue au mois de mai 2016. Et l'essentiel de ces violences-là provenait de conflits entre candidats du MPP. Marché public prévu dont le coût tournait autour de 80 milliards de francs CFA. Seuls 17% ont été exécutés, 51% nous disons sont en cours d'exécution avancée et 32% n'ont même pas connu un démarrage pour diverses raisons. Alors que tout le monde sait que là-bas, ça urge, il est important pour l'État burkinabé de regagner la confiance des Burkinabés qui sont là-bas, qui sont des Burkinabés à part entière, parce que c'est la seule manière pour nous de faire en sorte que les forces terroristes là reculent dans leur esprit. Ceux qui connaissent bien les questions de décentralisation disent que la coopération décentralisée est un outil important. Parce qu'avoir des partenaires qui viennent de France, de Belgique, d'Allemagne, des États-Unis, permet de suppléer, voire de compléter ce que les
entière meurt de faim parce que la saison a été mauvaise et que l'approvisionnement n'a pas suivi. 22 provinces sur 45. C'est le prix que nous payons de l'action du gouvernement qui n'a pas de véritable politique agricole. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les agents du ministère qui le disent. Et récemment encore, vous vous rappelez, qui s'en sont émus en disant qu'il y a non seulement un pilotage à vue, mais qu'il y a, hélas, la gabegie un peu qui régnait chez eux. Or, pour nous, un gouvernement du Burkina Faso, pays sahélien, où 80% des gens sont dans l'agriculture, qui échoue sur le front de l'agriculture, a définitivement échoué. Il n'y a absolument rien à attendre de lui. Et le même constat vaut ailleurs quand on prend l'accès des Burkinabés aux services d'infrastructure tels que l'électricité, l'eau potable, l'assainissement, l'éducation, la santé, les télécommunications, tout demeure faible en termes de la ampleur, porte sur 38 projets, d'un coût avoisinant 700 milliards de francs CFA. L'application de la loi et de la déclaration elle-même soulevait déjà à son temps des questions importantes. Parce que, par exemple, la liste des projets là n'était pas fixée à l'avance. À chaque conseil des ministres, on en rajoutait. Quand on connaît le délai de maturation des projets d'investissement, est-ce qu'on peut penser qu'au bout de 6 mois qu'ils ont demandé là, c'est ce qu'ils avaient demandé, les contrats dits PPP qu'ils avaient identifiés là, pouvaient être conclus et exécutés. Vous vous rappelez qu'à l'époque, j'avais dit aussi que les PPP là étaient des faux PPP. Le PPP tel qu'il est conçu par les financiers qui savent de quoi ils parlent là, ça concerne les investissements à récupération du coût, donc qui ne pèsent pas sur le budget national. Or, eux, tous les projets qui n'arrivent pas à financer par les bailleurs de fonds, ils ont dit on le fait par les PPP, ça s'appelle des avances d'argent qui sont remboursables, donc sont inclus dans la dette du pays. C'est pour ça que le FMI l'a fait comprendre. Pour mettre la pression sur eux, pour qu'ils nous disent un peu ce qui s'est passé à ce niveau. Dans la même foulée, on peut regarder un peu ce qui a été fait au niveau des infrastructures, notamment le domaine des routes. Quand on prend les chiffres, 2010 à 2015, bon, on est passé quand même de 3000 à 4900 km de linéaire, c'est-à-dire que près de 60% d'augmentation. Et ça, c'est en contradiction avec ce que dit le ministre récemment, parce qu'il fait croire que tout ce qu'on fait là, c'est eux qui l'ont inventé. Pourtant, tout le monde sait que tous les travaux de bitumage qu'ils sont en train de faire là, ça a été négocié avant qu'ils arrivent au pouvoir. D'ailleurs, pour ceux qui sont familiers de ces projets-là, qui sont un peu familiers des procédures, des bailleurs de fonds, Banque mondiale, Banque africaine de développement, Banque islamique de développement, BOAD, on ne peut pas, quand on initie un projet comme ça, entre le moment où on initie, au sein du ministère, qu'on mène les études, qu'on amène le premier projet, qu'on va voir le bailleur de fonds, qu'on commence la série des étapes de discussion, aller et retour, aller-retour. Échangeurs, ce n'est pas eux. Ça, ce sont des gens qui sont venus trouver des projets initiés par d'autres personnes, qui étaient même pratiquement en maturation, et eux, ils viennent faire l'inauguration. Et ils disent que c'est eux. C'est vrai que l'État est une continuité, et c'est leur chance d'arriver quand c'est comme ça. Et quand nous aussi on arrive au pouvoir, et qu'il y a des projets, il est clair qu'on va les terminer. Oui, mais il faut rendre à César ce qui est à César.
Il ne faut pas, comme dit le PM là, quand il va à l'Assemblée nationale pour dire ceux qui sont là n'ont rien fait. Non, il ne faut pas dire ça. Alors que même tes grands patrons étaient justement là-bas avec le même régime. Il faut dire, ce sont des projets qui ont été initiés par l'ancien. Il faut le connaître. Ça vous grandit, ça ne vous diminue pas. Quand on prend par exemple l'énergie, bon, à la fin de 2015, donc avant qu'il arrive, on avait plus de 600 localités qui ont été électrifiées. Ça fait que le taux était passé entre 2010 à 2015 de 13 à 18%. Bon. Et puis il y avait une disparité. En 2 ans et demi, eux, ils sont arrivés à 19%. C'est 1% qu'ils ont ajouté. C'est pas mal. Mais il faut dire qu'on était à 18%. Mais quand on dit que nous sommes à 19%, comme c'est pas... de faire en sorte que les actions qu'ils détenaient dans Onatel, là, on vend ça aux Marocains pour avoir de la liquidité, parce qu'il y a des problèmes de fin de mois. Mais vous dites que vous avez mobilisé 17 000 milliards de francs CFA. Est-ce qu'on a besoin de vendre les meubles de la maison, quand c'est comme ça là, pour gérer les fins de mois? Et vous remarquez comme moi que tous les 2 ou 3 mois, il y a des appels, on dit emprunt d'État envoyé, non? Mais si on a eu 17 000 milliards, est-ce qu'on a besoin de lancer des emprunts obligataires dans le mois? C'est qu'il y a un problème. Et vous prenez le secteur de l'eau et de l'assainissement. Là-bas aussi, c'est vrai qu'on sent qu'ils disent qu'ils font des efforts, mais eux, ils le font sur la base de ce que d'autres ont fait. En 2015, par exemple, avant qu'il n'arrive, plus de 5000 points d'eau modernes, ce qu'on appelle forage et plus modernes, et près de 800 bonnes fontaines ont été réalisées. Le réseau national en milieu urbain s'est allongé et donné la possibilité de servir plus de 2 millions de personnes, au point que l'accès à l'eau potable en milieu rural a atteint 67% et 87% en milieu urbain. C'est ce qu'ils ont trouvé. Donc, quand vous faites ces actions-là, dites, voici ce que nous avons trouvé, voilà ce que nous avons ajouté. Mais ne faites pas comme si tout commence avec vous, comme si avant que vous n'arrivez là, les Burkinabés n'avaient pas accès à l'eau potable. Quand vous posez la question de l'éducation, et c'est un suivant que nous faisons puisqu'on fait un bilan, nous disons que d'importants efforts ont été consentis par eux pour accroître le niveau de scolarisation du niveau de primaire. En 2016, on était à 86% pour le taux de primaire, contre 34% pour le secondaire. En 2017, bon, on a eu 2 points de plus. C'est bien, puisqu'on a fait de nouvelles infrastructures scolaires. Mais quand on dit ça là, il faut inclure ce qui a été fait par le programme d'urgence de la transition. Puisqu'eux aussi ont travaillé. Ne faites pas comme si l'accroissement là, c'est vous tout seul. En termes de rendement, tout le monde sait que l'évolution est lente. Même si vous avez un demi-point de mieux, c'est bien. Mais n'oubliez pas qu'avant vous, il y a des choses que les gens faisaient. Quand on prend l'enseignement, par exemple, technique et professionnel, là, tout le monde sait que ça demeure le maillon faible du système. Alors que tout le monde sait que c'est là que le salut de notre pays se trouve, parce que ça nous permettra, en tout cas, de faire en sorte que les jeunes là qui sortent puissent être en adéquation avec l'emploi. Et le Parlement, qui a créé une commission d'enquête parlementaire, est allé sur le terrain. Qu'est-ce qu'il dit en novembre 2017? Il dit qu'il a dénombré 5331 salles de classe sous abri précaire en 2015-2016, alors qu'il n'avait que 4000 en 2014-2015. C'est-à-dire qu'en dépit des efforts qu'ils ont fait là, on n'a pas réussi à résorber. Nous, on les encourage à continuer à faire des efforts pour les autres. Ce n'est pas bon, ce n'est même pas acceptable qu'avec toute la fanfaronnade que nous avons là, des enfants de Burkina Faso sont encore en train de faire l'école sous les paillotes, alors qu'ils disent qu'on avance. Et la question de la santé. Le MPP avait dit qu'ils allaient doter chaque commune d'une ambulance et qu'ils allaient transformer tous les centres hospitaliers régionaux en centres hospitaliers universitaires, qu'ils allaient améliorer les plateaux techniques des hôpitaux et y affecter des spécialistes. Les soins seraient distribués gratuits pour les enfants de 0 à 5 ans, pour les femmes contre le cancer, et que les premiers soins le seraient pour les accidentés. Ils avaient dit aussi qu'ils allaient prévenir des maladies, recruter au moins 2 personnes par village pour sensibiliser la population sur les techniques de prévention contre les maladies. Nous sommes surpris quelque part, mais je vous dis ça amicalement, que toutes ces choses-là, en son temps, vous avez noté, mais vous ne revenez pas pour leur demander.
Quand on dit les 2 personnes par village, là, qui les a déjà rencontrés au niveau de la presse? Dans nos échanges, s'il y en a, il faut nous dire, parce que nous, on ne les a pas vus. Ce qu'on saura par contre, c'est qu'une enquête parlementaire qui a été réalisée par le Parlement dit que ce n'est pas effectif. Par exemple, pour ce qui est de la gratuité des soins de 0 à 5 ans, et qu'il y a beaucoup de lacunes. Même l'assurance santé maladie est en train de demeurer dans un flou total. Et toute la vie comme agent de rang de presse ou fonctionnaire de l'État a construit une seule maison, et ça encore c'est quand tu arrives à avoir accès à la terre. Quand ils ont pris le pouvoir, ils ont dit qu'ils allaient faire 40 000 logements. Non? Des souscriptions ont été faites, des tirages ont été opérés depuis 2017, et puis il y a eu un certain enthousiasme. On a même lancé le programme là à Koubri le 3 juillet 2017 et on a posé en grande pompe là une première pierre. Depuis, zéro. Le gouvernement est tombé dans une sorte de mutisme. Et les Burkinabés veulent aujourd'hui des assurances sur les éventuels partenaires financiers, les localités retenues, les dates de démarche effectives, et puis les premières livraisons. Vous lancez une opération, vous inaugurez, et puis après on ne voit plus rien. Or, tout le monde sait qu'on a un sérieux problème au niveau du foncier, notamment urbain, parce qu'il y a d'énormes difficultés. Il y a la spéculation foncière, il y a l'étalement urbain, du fait de la prolifération des lotissements et de l'habitat spontané. Et cela fait bien de lui que les lotissements ont été suspendus, pendant que des entreprises immobilières expropient et s'accaparent de grands domaines, mais avec bien entendu la complicité des autorités. Et vous avez vu que vous-même que cette situation-là a commencé à exaspérer les populations dans certains endroits. On attend toujours l'élaboration d'une politique cohérente des villes, parce que c'est ça qui permettra que cette question-là soit abordée dans la sérénité, dans l'efficacité et d'une manière qui ne double pas la paix sociale. Parce que si on ne fait pas attention, cette question-là va nous amener loin. Après qu'il ait promis de manière démagogique de créer 50 000 emplois par an, sans d'ailleurs empêcher la nature, le président l'État qui est la solution à tout, mais en attendant que le secteur privé devienne le moteur de la croissance pour fournir les emplois là. Si l'État peut donner un peu là, il faut continuer. Si vous faites ça alors que l'économie est en panne, ça veut dire que vous condamnez des jeunes au chômage. Alors que vous avez dit que chaque année, vous allez faire en sorte qu'il y ait 50 000 emplois. C'est vrai qu'il y a des programmes qui ont été mis en œuvre avec des sommes importantes pour financer des micro-projets, faire des emplois directs, mais tout le monde sait quand on parle aux jeunes qui en sont bénéficiaires là, qu'au-delà de l'effet d'annonce, vraiment, les gens se demandent à quoi les sommes qu'on donne là, parfois 400 000 francs là, peuvent permettre un peu de créer un emploi sérieux et durable. Le code des impôts qu'on a voté récemment, là, par exemple, aurait pu présenter un peu des éléments avec un record jamais inégalé de grève et de sit-in, ce que j'ai dit, 233 jours non travaillés, tous syndicats confondus. C'est un manque à gagner important pour notre économie. C'est aussi un manque à gagner pour la paix sociale. Mais là où ça pose problème, c'est qu'au lieu d'apporter une solution véritable, et c'est par là que je vais terminer ce point, d'apporter une solution véritable à
ce qui s'est passé à ce niveau-là. Au lieu d'apporter une solution véritable, le gouvernement s'est mis en tête de passer par des entourloupes. D'abord, il a tenté d'opposer les syndicats à d'autres catégories sociales. Qu'il y ait un problème sérieux ou incontournable au niveau des choses comme le fonds commun, ça c'est bien connu. Mais d'ailleurs, au passage, je dis que c'est nous tous, y compris moi, tous les ministres des Finances qui se sont succédés là, qui ont signé le document, qui ont fait qu'on est là aujourd'hui, y compris celui qui a passé. Donc personne n'est surpris. Mais une question se pose et se discute. On ne contourne pas par des conférences organisées sur la base de sais quelle approche, où on dit qu'on vient traiter des questions de salaire des gens, l'État, et qu'on amène des prétendues forces vives là, dont on ne sait pas trop en quoi elles sont plus forces vives là que d'autres, et qui les a sélectionnées, pour parler d'un problème qui ne les concerne pas. Le débat, il concernait l'État et ses employeurs. C'est comme si vous, dans votre organe de presse là, un jour vous avez un problème salarial, et que votre patron dit non, attention, ton affaire c'est bien, mais je vais appeler le CFOP, voilà, pour qu'il vienne passer une force vive, qui se bat pour la liberté de la presse là, pour qu'il vienne assister. Est-ce que vous êtes d'accord? Ceux que ça concerne, c'est eux qui discutent la question. Ensuite, on voit qu'il y a des tentatives là, mais de créer ce que j'appelle des syndicats jaunes ou acquis à la cause du MPP, comme ils le faisaient quand ils étaient au pouvoir là. C'est une question posée à résoudre. Dans la dernière déclaration que nous avons faite il y a quelques jours, vous avez dû dire que cette partie de la question-là vous posait problème, nous en tant qu'opposition. Surtout qu'elle survient dans un contexte général où il y a une atteinte manifeste